Tout homme politique, ne doit-il pas décliner pour le peuple souverain son identité complète, ce qu'il possède comme bien, ce qu'il a déjà fait de bon pour le peuple, et même ce qu'il a déjà fait de mal. Crime économique, crime politique, crime de sang, tuerie, guerre, et surtout comment il compte le réparer. Écoutez, le peuple est floué, pauvre, affamé, maigre. Est-il normal? Est-il possible qu'un jour tous ces maux dont nous souffrons prennent fin? Ou s'agit-il d'une malédiction, d'un envoûtement collectif? Le Congo au Congolais. Le Congo au Congolais. Le temps de plonger dans l'irritation perpétuelle contre ce méchant est révolu. Car plus jamais, nous n'accepterons que des personnes sans aucune qualification assument des fonctions ni au sommet de l'État, encore moins à la tête des entreprises publiques. Ainsi, nous saluons avec la dernière énergie la venue de la Troisième République tant attendue et dont plus de 5 millions de Congolais ont payé au prix fort de leur vie. Marquons nos pas sous les traces de l'histoire. Posons des actes qui serviront d'exemple aux générations futures. Le Congo au Congolais. Matondo mingi le Congo Congolais talabiso anatoye en tout cas na pokwa na lelo en tout cas na katina édition spéciale Congo Bololo. En tout cas bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo toye kotombela bino solo en tout cas mokolo molamu. Pamba te lelo ezali mokolo mayenga. Mokolo mwambi ya sanza libwa mbu ya koto mibale na tuku mibale na minei tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti tuku minei na moko elingi koloba ngonga ya mitano na miniti tuku minei na moko ya sima ya nzanga. En tout cas, bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo mbote pe balosako na bino banso ezali wa bino mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba moko ya somi ya Bangombe kuna na kati na Fédération Bangshari, na kati na Kimvuka Kiatimantsi, c'est-à-dire la Confédération de l'Afrique centrale. Car l'Afrique centrale deviendront un seul pays au type confédéral. En tout cas, bama watata bandeko balandi ya Congo Bololo, toza na édition spéciale, pambate, en tout cas, poto yokanano, solo pena intervention, ya ndeko na biso Aluma Mwakobila. Oepa wapi en tout cas notre concert ayambaki ye na kati na ETNC, ouais, olimbisi ETNC. Epa wapi ya salaki intervention na ye yango to relie yango awa na kati na Congo Bololo. En tout cas, une chaîne donc, oezali kokamba masoro pena en tout cas na mbuta bopele bobala uta umboka ya Bundesrepublik Deutschland. Alors, en tout cas, au plaisir ya ba landi na biso ya Congo Bololo,
donc tokotikela bino le temps bokoka koyoka intervention ya ndeko na biso Aluma Makobila wazali solo pendant en tout cas président ya IP hein? Président du parti politique hein? IP, intérêt du peuple. Donc voilà, tokoka koyoka ko savourer en tout cas connaissance na ye, toyoka intervention na ye na kati ya TNC et par rapport en tout cas ya saraki intervention na ye kuna na mboka mokonzi Kinshasa. RTNC. Voilà, en tout cas, en tout cas, notre concert, il y a RTNC, Ayambaki, Toko Kanao Koyokaye, Awana Kati na Congo Bololo, Bongo ba commentaire na bino, soro pene, exemple, na bo senga mingi, Bama Batatabande Kovalandia Congo Bololo. Matondo mink na bino banso, oyo bokozwa plaisir ya kolanda, pe ba commentaire na bino, et kozala pena na bosenga mingi. Alors, tokena lombangu, tolanda nano vraiment notre frère Aluma Makobila au micro, il y a notre concert, il y a RTNC. Matondo, tolanda na boke binyons. Avec rien, puis on se bat pour tout, puis on laisse tout et on repart avec rien. Bienvenue dans cette tranche d'animation, aimable auditeur de la nationale. Bonsoir chez vous. Le plaisir a toujours été pour nous de vous savoir de nombreux branchés sur vos postes récepteurs. Partout vous nous suivez à partir de Kinshasa que nous émettons. Vous êtes dans les 25 autres provinces de la RDC. Bonsoir chez vous. J'espère que vous allez très bien. Malgré le train-train de la vie, malgré les difficultés de la vie, malgré les réalités de la vie et aussi une réalité qui est devant nous, c'est la rentrée scolaire. Les parents se cassent en mille ces débats pour que la rentrée soit vraiment effective, pour que les enfants se retrouvent. Évidemment, on doit payer les acomptes, on doit plusieurs réalités sont là devant nous. Ah ben, ce n'est pas la première fois. Dieu sait comment il vient toujours au secours et en aide. Ce que vous pouvez faire, faites ce que vous ne pouvez pas. L'année scolaire est très longue, pratiquement 9 mois. Alors, petit à petit, vous pouvez ajouter le cahier qui manque, les livres qui manquent, tout ce que l'école a demandé que vous n'avez pas aujourd'hui. Avec le temps, vous pouvez les ajouter, ne vous cassez pas en mille parce que ces enfants ont besoin de vous. Vous devez prendre soin de ces enfants, alors n'écourtez pas votre vie, ne cherchez pas de maladie à cause des manques d'aujourd'hui pour la rentrée scolaire. S'il vous plaît, faites avec ce que vous pouvez. Le reste, avec le temps, vous aurez à compléter et ajouter ce qui manque. Dieu est avec vous devant ce microphone. Je ne serai pas seul dans ce studio, avec moi un invité avec qui on va parler du système éducatif de notre pays. Il s'appelle Monsieur Luc Aluma, promoteur d'une école de la place ici dans la ville province de Kinshasa. On va parler du système éducatif de notre pays. Monsieur Luc Aluma, bonsoir. Bonsoir. C'est encore un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans notre tranche d'animation pour qu'on parle de l'éducation, le système éducatif de notre pays. D'entrée de jeu, on aimerait savoir qui est M. Luc Aluma. Moi, je ne suis qu'un citoyen simple de ce pays, mais un citoyen engagé pour le bien-être de ses compatriotes. Et donc, par là, j'entends le fait que je suis promoteur, bien sûr, d'une école, puisque vous parlez de l'éducation. Et donc, voilà, je suis promoteur d'une école pilote et une école élitiste ici à Kinshasa. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens ont commencé à remettre en cause notre système éducatif. Déjà que nous l'avons hérité de l'époque coloniale jusqu'en ce jour, on se rend compte que ça ne sert absolument à rien, ces systèmes éducatifs. Partagez-vous cet avis? De toute évidence, je suis de ceux qui émettent une analyse vraiment approfondie de la situation, et de mes analyses, j'en suis arrivé à trouver quelques caractéristiques du système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parlons bien sûr du système éducatif. Donc c'est un système qui est figé, c'est un système obsolète, c'est un système encore colonial, un système paternaliste, et donc bref un système qui, au vu de la situation actuelle, et c'est un système qui n'est pas du tout adapté à nos besoins réels. Donc voilà un peu les quelques caractéristiques de manière ramassée. Vraiment, nous sommes là-dedans. C'est-à-dire le système n'a pas évolué,
comme je l'ai toujours dit, il est encore colonial parce que c'est pas un système qui a été conçu aujourd'hui, ça a été conçu à l'époque coloniale et que à ce moment-là, le système était justifié pour répondre aux besoins d'exploitation maximale que la métropole avait mis en place. Et donc, comme j'ai toujours dit, on n'a pas besoin de critiquer ça, on n'a pas besoin de nous emporter contre les Belges ou contre les autres, parce que c'était vraiment justifié. À l'époque, même si c'est nous qui étions des colonisateurs, on aurait agi de la même façon. Et donc, pour vous dire qu'à chaque système d'exploitation, à chaque système économique, à chaque système social, il y a un besoin éducatif qui doit aller avec. Et c'est ce que nous, on n'a pas compris, parce qu'après la colonisation, nous sommes restés avec le même système, alors que nous vivons une époque qui est différente de cette époque-là. C'est pourquoi je dis qu'il est tout simplement obsolète. Ce système, il est resté figé. Il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration, il n'y a pas eu beaucoup de changements. On n'a pas intégré le fait, parce qu'à l'époque coloniale, on misait un peu sur les ouvriers et que les cadres, voilà, ce n'était pas encore une préoccupation. C'est tout à fait normal, parce qu'à l'époque, il y avait besoin d'une main-d'œuvre vraiment qualifiée qui va aider le pays, comme nous avons vu vers Katanga et tout le reste, et les chemins de fer qu'il fallait. Donc, il fallait vraiment des main-d'œuvre qualifiées, et ils n'ont pas peur d'avoir agi de cette façon-là. Mais le problème, c'est qu'après ce moment-là, nous ne parvenons toujours pas ni à former les ouvriers, ni à former les cadres. C'est tellement frappant que d'en arriver là. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être se dire, voilà, puisqu'ils ont formé des ouvriers, nous formons des cadres et tout ça. Mais nous, on n'a rien réussi. Ça veut dire que même les ouvriers, nous ne parvenons plus à les former comme il faut, et même les cadres non plus. Alors, c'est que le système s'est désagrégé. Ce n'est plus le système qu'il y avait, tellement que nous sommes restés avec quelque chose qui devrait être changé, et que nous n'avons pas réussi à changer. Cette chose-là n'est plus la chose initiale. Elle a muté pour devenir quelque chose d'autre, mais en pire. Et encore plus grave, on dit que même ces systèmes en Belgique, on n'utilise plus ces systèmes. Tout a changé par rapport aux besoins, à l'évolution de choses. Pourquoi ici en RDC, on continue à rester sur les mêmes choses qu'on nous a ramenées, et ceux qui ont ramené, on s'en passé à autre chose? Mais c'est l'état d'esprit, notre état d'esprit est attentiste. C'est ça le problème. Nous sommes attentistes à tout. Ça n'a rien à voir avec les sciences, ça n'a rien à voir avec ceux qui ont étudié, les intellectuels ou pas. Vous pouvez être intellectuel, mais vous avez des stigmates. Parce que les stigmates, ce sont des empreintes indélébiles. Et si vous ne faites pas attention, eh ben, ça risque de vous impacter. C'est comme ça que quand vous voyez quelqu'un qui a étudié et tout ça, ça se remarque toujours. Donc, jamais on quitte ces stigmates. C'est très rare, ça. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous n'avons pas beaucoup changé par rapport à notre mentalité, à la façon de faire les choses. Et nous attendons quoi? Je ne sais pas. Alors que les autres tiennent compte de leur environnement. C'est important. Les véhicules qui ont roulé en 1920 et tout ça, mais curieusement, vous trouvez ces véhicules en train de rouler chez nous. Vous voyez, donc c'est ça cet état d'esprit-là. C'est vraiment un état d'esprit, bien sûr, que nous avons été des victimes, mais malheureusement, nous ne nous sommes pas remis de toutes ces stigmates, malheureusement. Alors, ce qui fait que l'homme que nous sommes est resté figé. Donc, nous restons dans une sorte d'attentisme généralisé et qui crée en nous une sorte de blocage mental. Et c'est ça le problème. Et vous remarquerez que même dans nos gouvernements, dans tout ça, tout est figé, quoi. Ça veut dire que vous n'avez qu'une seule manière de fonctionner. Vous verrez que quand on parle d'un poste de responsabilité chez nous ici, c'est vide, il n'y a aucun contenu. Il n'y a que des nominations, des révocations. Vous trouvez que des choses comme ça. Hein? Vous trouvez une autorité qui est là avec des signataires. Vous voyez, donc, ça, c'est vraiment une façon de fonctionner. Mais vous ne trouvez pas dans ces postes-là des gens qui réfléchissent. Donc, vous ne trouvez pas de bureaux d'études ou des trucs comme ça, ou un patron qui est là, mais à côté de lui, au lieu d'avoir des secrétariats et de ceci, cela, mais juste à côté de lui, c'est plutôt un bureau d'études. Et à chaque fois, le patron est appelé à participer dans ce bureau-là, je crois, pour 80% de son temps. Et donc, la place de la réflexion n'est pas là. Tout ce que nous faisons, c'est de la routine. On vous demande aujourd'hui, bon, vous avez trouvé le secteur éducatif qui est là, eh bien, personne ne saura changer quoi que ce soit. On ne change rien. Donc, ce qui se passe là, c'est quoi? C'est renseigner sur ce qui se passe, ou ce qu'on a toujours fait, et on va faire la même chose. Et en faisant la même chose, comment voulez-vous que nous arrivions à produire les changements? C'est compliqué. Ailleurs, les gens ne dorment pas.
à chaque jour, les gens réfléchissent. C'est quand même pas normal que de passer par exemple toute sa journée ou une semaine, un mois, être conscient qu'on n'a rien produit comme intelligence et se sentir à l'aise. Je pense qu'il y a un problème qui ne va pas. Ça profite à qui ces systèmes obsolètes éducatifs dans notre pays? Parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui, par exemple, le latin philo, on apprend le latin jusqu'en 6e des humanités. Ça profite à qui tout cela? C'est pour devenir prêtre demain ou faire la théologie et puis c'est tout. Et tous ces programmes bandés, on fatigue les enfants matin, midi, soir, ça profite à qui? Bon, ça contribue à pérenniser les choses, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que ceux qui nous ont colonisés, ils se frottent les mains. Sûrement que là où ils sont, ils se disent, voilà, on a bien fait de quitter, mais plutôt ces milieux-là, parce que, comme je l'ai déjà entendu quelque part, où ils disent que l'exploitation d'aujourd'hui est plus douce et plus calme. C'est une exploitation qui ne dérange pas les colons. Vous voyez, donc ils sont tranquilles. Donc c'est une exploitation qui les tranquillise parce qu'ils ne sont pas sur place. Mais ce qu'ils nous ont laissé, c'est vraiment toute la structure coloniale qui est là, qui se pérennise et qui s'enracine. Voilà, nous sommes exploités mieux qu'auparavant. Parce qu'auparavant, c'était le colon lui-même qui devrait poser des actes, qui devrait faire ceci, qui devrait faire cela. Avec toutes les conséquences qu'il y avait, comme quoi les critiques sur l'humanité, sur l'humanisme, et ainsi de suite. Et toutes ces choses-là, ça n'a pas facilité la tâche. Et voilà que, à distance, personne ne le soupçonne. Personne ne peut le condamner. Personne ne peut... voilà. Donc, c'est ça le problème. Alors, il y a un état d'esprit qu'il a laissé derrière, mais nous devons être en mesure de changer cet état d'esprit-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cet état d'esprit? Vous qui êtes dans ces domaines éducationnels, qu'est-ce que l'État doit faire et le privé doit faire pour sauver le système éducatif de notre pays? Vous savez, la situation du pays, ça nous préoccupe effectivement, mais je veux dire une chose, c'est que au-delà de tous les discours que les gens peuvent mettre en place, mais la vérité, c'est que je ne dirais même pas qu'il faut de l'amour, il faut de ceci, ou du patriotisme. Toutes ces choses-là me semblent un peu simplistes, parce que c'est tout le temps qu'on le dit. Mais moi, je pense que ce pays a besoin de gens qui veulent faire bouger les choses dans le bon sens. Et notamment, nous en avons comme exemple le président de Burkina Faso aujourd'hui, ce jeune homme que nous voyons. Mais nous avons besoin justement des énergies comme ça. Vous voyez, si nous avons des énergies comme ça, les choses vont pouvoir changer. Mais malheureusement, ce sont les énergies que nous manquons ici chez nous. Les gens préfèrent se contenter. Se contenter de la situation. Et surtout que si cette situation-là ne met pas à mal votre vécu ou votre situation financière, à présent, une situation présente bien sûr, et on s'en fiche. Donc, on laisse faire. Donc, on se croit être passé outre la situation alors que c'est faux. Vous voyez, donc, il faut comprendre que les pays, nous dépendons tous du pays. Les pays, c'est comme une mamelle qui nous allaite. Vous voyez, donc, vous ne pouvez pas obtenir un bien-être individuel si cela ne vous est pas garanti par le pays de manière globale. Parce que c'est le pays qui est le garant de bien-être. Donc, tout autre bien-être que nous cherchons, cela devient consolidé, cela devient quelque chose d'acquis que lorsque cela est garanti par le bien-être général qui est poursuivi par l'entité étatique. Et ça, c'est important d'aboutir à cette compréhension. Et malheureusement, c'est parce qu'il n'y a pas cette compréhension dans plusieurs d'entre nous que nous chavirons. Et on pense que voilà, puisque je travaille là et que j'ai la possibilité de voler $1 million, $2 millions, 3 millions, et que c'est ça qui va me mettre à l'abri. Mais c'est complètement fou. C'est complètement à côté de la plaque. C'est complètement à côté de la plaque. Mais nous voyons certains faits, mais on ne s'instruit toujours pas. Mais il y a le Mobutu et les autres. Nous sommes toutes ces richesses. Pourquoi on ne demande pas pourquoi ne pas ne fût-ce que se référer à ça? Donc, ce sont des richesses qui n'ont pas été garanties par l'État. Et comme l'individu l'a eu par lui-même, cela va se volatiliser, que vous ne voulez ou pas. Parce que l'argent que vous amenez dans l'extérieur, mais cet État-là n'est pas votre État. Il ne vous protégera pas. Il ne protégera pas cet argent. Ne vous en faites pas. Et ils vous connaissent. Ils savent qui est qui. Ils savent qui est national et qui ne sont pas nationaux. Et
ils le savent. D'ailleurs, c'est là où il y a des fichiers, là où les services d'état civil fonctionnent à merveille. Même si vous changez de nationalité, ne vous en faites pas. Ils savent que vous identifiez. Ils savent que ceux-là ne sont pas d'ici. Et vous verrez de vous-même ou de protéger comment vous allez dégringoler. Jusqu'à ce qu'ils vont tout prendre parce qu'ils en ont le mécanisme. Donc, le seul pays, c'est sa patrie. C'est sa patrie qui est en mesure de protéger vos avoirs. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ils ont peur, peut-être. C'est comme ça que ça se passe. Et ces gens qui se comportent comme ça, Oui. oui, mais vous allez mettre la peur. Mais voilà encore une stigmate qu'il faut bannir. Vous ne pouvez pas vivre dans ce monde où nous sommes dans la paix. Vous voyez, donc je crois que il faut faire la part des choses. Nous avons un pays qu'il faut défendre. Nous devons donner à ce pays les possibilités, les moyens d'être plus fort que tout le monde. Et l'État doit être comme ça. Parce que si l'État devient plus fort, et tout le peuple qui est sous cet État-là devient aussi fort. C'est ça le monde. Aujourd'hui, même Poutine est en train de protéger les investisseurs russes. C'est comme ça que ça se passe. Même pendant la guerre, là, vous verrez que la guerre n'est plus entre les États, ça poursuit même les investisseurs. Même quand on dit, voilà, on gèle les avoirs des Russes, ce n'est pas les avoirs du gouvernement russe ou du gouvernement américain. Non, ces avoirs-là, ce sont des avoirs de privés, c'est de l'argent des ménages, c'est de l'argent des investisseurs. Vous voyez? Donc c'est comme pour vous dire qu'il ne faut pas blaguer avec cette idée d'un État fort, cette idée de construire un État capable maintenant de vous garantir le bien-être, de vous garantir une sécurité Avec vos enfants. quel État va-t-il construire? Avec quel système éducatif où on enseigne nos enfants la géographie occidentale, américaine, chinoise, l'histoire occidentale, on n'a même plus le sens du patriotisme, on n'enseigne même plus l'hymne national, on parle même pas des 4 langues nationales, où on doit les apprendre à l'école, le sens du patriotisme. Beaucoup des élèves ne connaissent pas la devise même du pays, les totems du pays ne en connaissent pas. Comment voulez-vous construire une personne demain qui va protéger et avoir le sens du patriotisme aujourd'hui? Merci, mais écoutez, il ne suffit pas que de chanter l'hymne national ou non. La question va au-delà de tout ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a nécessité de réformer le système. Même le système doit être réformé. Tout ce que je dis, c'est un appel à ce changement-là. C'est-à-dire qu'on doit arriver à quel niveau et pour quelle fin? Voilà, c'est ça le drame congolais. Donc, nous restons sur des choses qui sont superficielles, sans toucher le fond ou le nez du problème. Et c'est ce qui nous complique, comme toujours, même dans beaucoup de secteurs, on est un peu comme ça. Les fonds du problème, on attaque difficilement. Mais si vous refusez de vous attaquer au nez du problème, mais il ne faut pas espérer que la situation arrive à changer un jour. Donc, tout ce qu'on appelle une réforme, c'est quoi? Nous avons vu des limitations du genre, voilà, on intègre maintenant les langues nationales. Et puis après, on les élague et tout ça. Même les langues nationales, vous savez que toutes ces choses-là sont empruntées ou bien on fait appel à ça, c'est pour un besoin précis. En Afrique du Sud, on enseigne aux enfants les langues nationales. Tu peux être Zoulou, prenons notre exemple, tu es Luba, mais tu maîtrises bien les Swahili, la langue de Bakongo, la langue de... C'est comme ça chez eux, c'est beaucoup d'écoles primaires. Pourquoi pas chez nous? Oui, je demande ce qu'on veut faire. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais faisons toujours la part des choses entre le superflu et le fondamental. C'est à ça que je voulais arriver. Nous parlons de langue. Vous dites, vous parlez Kassaï, vous parlez Swahili, moi de même. Moi, je parle 3 langues nationales. Tout ça, c'est bon. Vous voyez, et il y a d'autres qui parlent toutes ces langues-là et ajouter le diabète et tout ça. Mais c'est pas ça. C'est pas pour autant que cela les amène à un changement. Le problème avec les langues, c'est que cela doit toujours être associé au développement de sciences. C'est très capital. Vous voyez par exemple les Chinois. Pourquoi les Chinois aujourd'hui sont en train de promouvoir leur langue? Ce qui n'était pas le cas les années passées. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont atteint un niveau de science qui est vraiment supérieur, au point qu'ils ont des codes
qu'ils veulent eux-mêmes exploiter. Et ils ont des codes de langage que cela puisse rester ancré dans leur linguistique. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. C'est comme ça qu'une langue devient intéressante ou devient importante. Connaître les 4 langues, ça n'empêche pas de servir, ou du moins ça vous met en abri et en sécurité. Si vous vous retrouvez à Bukavu, vous maîtrisez le Swahili, vous vous retrouvez en Mona, vous maîtrisez le Kikongo. Oui, c'est pas mauvais, mais ce que nous cherchons, c'est que nous puissions nous développer. C'est que nous puissions quitter de l'état où nous sommes, dans lequel nous sommes maintenant, pour un état un peu beaucoup plus aisé, un état beaucoup plus humain, plutôt que cet état-là. Vous voyez, donc la langue ne peut servir à quelque chose que lorsque elle vous aide à sauvegarder certains codes de langage qui soient propres à vous, utiles pour votre communication et utiles pour le développement de votre mental. Vous voyez, parce que le mental se développe aussi mieux dans une langue qui est foncièrement sienne. Vous comprenez un peu? Et donc, c'est ça. Mais nous, ici, c'est un peu... Nous pervertissons. Vous voyez, il n'y a aucun effort dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous retenons la langue seulement sur le plan expressif. Donc, si nous parlons de la langue, comme je l'ai dit, c'est vraiment sur le plan expressif et rien de plus. C'est-à-dire que ce n'est pas un instrument qui vient nous aider dans le raisonnement, qui vient nous aider dans une façon de faire un peu propre, qui serait propre à nous, et qui pourrait nous distinguer des autres. Et c'est ça le drame. Exploitons la langue dans sa véritable dimension, c'est ce que je voudrais dire. Et par là, pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, ce que nous cherchons, c'est qu'on arrive à des réformes en profondeur. Des réformes qui vont, bien sûr, rétablir les langues nationales, comme vous avez dit, mais sous un aspect beaucoup plus scientifique qu'expressif. Et ce sont, nous avons des cas comme ça qui ont réussi en Afrique. Oui, la Tanzanie avec Swahili. C'est ce que je voudrais. Vous voyez, une langue, parce que quand vous allez en Tanzanie, vous trouvez nos frères là, même au niveau universitaire. Ça, c'est ce qui est intéressant. Même à l'université, la science se donne en Swahili. Voilà, la médecine s'enseigne en Swahili. Vous voyez, et même diplomatiquement, c'est toujours en Swahili qu'on s'exprime. Donc, c'est vraiment une langue qui n'a plus rien à envier à quiconque. C'est-à-dire qu'une personne qui ne connaît que cette langue-là, eh bien, c'est une personne complète. C'est un scientifique complet. Il n'a pas besoin d'en rajouter s'il veut rester ce qu'il est. Mais ce qui n'est pas le cas avec nous. Vous ne pouvez pas rester seulement avec l'Ingala et être un bon scientifique. Voilà le problème. Donc ça veut dire que nous devons maintenant faire cet effort-là qui va faire que c'est ça la profondeur. Et malheureusement, nous fouillons la profondeur. C'est ça le problème. Nous fouillons la profondeur. Alors nous préférons rester sur des mesures qui sont superficielles. Notamment, on vous dit par exemple que nous, ils ont changé ce n'est plus l'école primaire, c'est l'éducation de base. Vous voyez, pour l'éducation de base, on veut bien. Mais quel est le contenu? Comment vous faites? Ça devient compliqué. Or, il y a des écoles qui sont des écoles primaires connues depuis longtemps. Mais ces écoles-là vont devenir comme quoi? Ils vont ajouter les 2 autres classes pour faire l'éducation de base. Vous voyez, c'est toutes ces difficultés-là. Alors, on se plaît tout simplement à modifier le cycle, mais on ne rentre pas dans les contenus et on ne rentre pas non plus dans les objectifs, parce que ça doit avoir des objectifs. Pourquoi nous voulons cela? Qu'est-ce que nous avons constaté par rapport à nos enfants qui terminent le primaire? N'ont-ils pas un bagage qui leur permet d'affronter? Il y a tous ces éléments. Donc, si on nous dit que ce serait pour les orientations et tout ça, oui, mais est-ce qu'il n'est pas possible? Alors, si c'est pour orienter, mais est-ce que la manière dont nous le faisons aujourd'hui, ces cycles-là d'orientation, est-ce que ça tient? J'ai vu les résultats de 8e, je crois, de 7e. J'ai vu comment les inspecteurs ont essayé de coter et puis essayer d'orienter, mais c'est quelque chose, c'est du bidon. Donc vous savez qu'il n'y a rien de consistant dans ce qu'ils font. Il n'y a rien de consistant et c'est ça le problème. Et vous avez des réformes un peu comme déjà, par exemple, la gratuité de l'enseignement. C'est bien, mais ça reste toujours
Pourquoi cela a été mis en place? Évidemment, c'est toujours pour résoudre les problèmes de paye des enseignants et ainsi de suite. Tout ça. Ce n'est pas mauvais. Mais ça ne touche pas les fonds. Ça ne touche pas encore le contenu éducatif lui-même. Vous voyez, le contenu reste le même. Or, nous avons un sérieux problème avec ce contenu éducatif. Mais vous verrez que personne ne se donne la peine, personne n'accepte de se jeter dans l'eau, comme on dit, pour s'attaquer au fond des problèmes. Mais nous préférons rester un peu superficiels en touchant ici et là, bien sûr, toujours sous la houlette des réformes dans la bouche. Étant promoteur d'une école chrétienne aussi, quelle différence il y a chez vous dans des écoles privées et des écoles officielles? Chez vous, vous avez déjà commencé à faire ces réformes ou il y en avait déjà, ou vous vous conformez seulement au calendrier national? Chez nous, c'est un peu différent. C'est que ce que nous appliquons chez nous, c'est bien sûr, nous partons du programme national, mais nous ne nous limitons pas là. Nous enrichissons ce programme avec des outils didactiques, pédagogiques des écoles internationales. C'est quelle année nous avons tous les cycles pratiquement. Nous avons même la crèche, c'est-à-dire la période de pré-scolarité normale, qui couvre crèche et maternelle. Nous avons avec des procédés de veille très originaux. Nous avons le cycle d'éducation de base qui est complète. Nous avons aussi les humanités, mais nous en sommes qu'à la première des humanités parce que l'école est en progression. Nous ne voulons pas accepter des enfants en désordre parce que notre programme éducatif, il est costaud, il est particulier. Aucun enfant qui viendrait en plein milieu du cycle pour nous s'en sortir. C'est comme ça qu'on a besoin que des enfants qui sont chez nous, que nous avons entraînés, que nous avons suivis et ont la possibilité d'évoluer avec nous jusqu'à arriver, bien sûr, au cycle terminal des humanités. Et donc voilà, c'est ça un peu le projet éducatif qui est le nôtre, arriver à enrichir et à apporter des éléments innovants à ce système-là pour rendre nos enfants beaucoup plus compétitifs. Et c'est quoi votre démarcation, si je peux dire ainsi? Démarcation par rapport aux particularités? Oui, nous avons beaucoup de particularités, notamment le système pédagogique, c'est un système qui est dans l'évolution. C'est ça, c'est ce qui est différent. C'est la première particularité avec nous. Nous avons d'ailleurs une direction qui s'appelle évolution pédagogique. Ce que vous trouverez dans aucune autre école. Voilà, la direction d'évolution pédagogique, ça nous aide justement à ajuster les procédés pédagogiques, à perfectionner l'enseignement en soi. Et donc, nous ne sommes pas figés, de sorte que, et puis ça nous permet à être à la page. Ça veut dire que ce que nous avons peut-être enseigné hier ne serait pas nécessairement ce que nous allons répéter in extenso l'année suivante. Non. Ça veut dire que nous tenons compte des évolutions de toutes ces choses-là,
S'il y a, par exemple, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, nous allons l'intégrer cette année. Alors que l'année passée, on n'en parlait pas. Et puisque c'est quelque chose qui vient de naître, nous allons aussi l'intégrer. Pour le faire, il faut être dans une dynamique d'évolution pédagogique, et ça, c'est très important. Vous voyez, ça, ce n'est qu'une des particularités, mais nous avons d'autres. Il y a par exemple le fait que nous voulons que les cadres scolaires soient, si vous voulez, ergonomiques. Par exemple, dans une salle de classe, vous ne pouvez pas trouver plus de 20 enfants dans une salle de classe quand même. Parce que c'est important de permettre à l'enfant et à l'enseignant de pouvoir mieux communiquer. Parce que l'enseignement, c'est quoi? C'est basé sur la compréhension. C'est-à-dire que quelque part, nous sommes en train de travailler sur une certaine compréhension des concepts du monde et ainsi de suite. Alors pour se comprendre, vous êtes d'accord avec moi, il faut un environnement adéquat. Et c'est cet environnement-là que nous créons, que nous mettons bien sûr à la disposition de la scolarité, que les enfants rencontrent un environnement comme ça. Ça, c'est important. Donc, pas plus de 20 par classe, tout simplement parce que nous ne sommes pas une école business. Si on était business, on accepterait même pour aller au-delà de 30, parce que c'est l'argent qui compterait à ce moment-là. Mais nous, ce n'est pas l'argent qui compte, qui importe, mais nous sommes en train de poursuivre des visées qui vont nous permettre que dans 5 ou 10 ans, que nous puissions obtenir un label éducatif qui est propre. Et ce label-là, ce sera comme un programme éducatif qui est pour nous-mêmes, mais que nous aurons bien sûr à soumettre à l'État s'il voudrait bien, pour qu'il voit s'il peut l'adopter, ou s'il ne peut pas adopter, qu'il adopte aussi les nôtres pour être d'application dans ce pays. Et comme ça, nous pouvons aussi le faire à d'autres écoles. Voilà des objectifs qui sont nobles que nous essayons de poursuivre dans ce projet éducatif. C'est tellement innovant que nous sommes aussi dans l'éducation, dans l'école inclusive. L'école inclusive, c'est tout simplement ouvrir l'école à des enfants qui ont des besoins d'apprentissage particuliers, à des enfants qui ont des handicaps, par exemple, que ce soit physique ou mental. Et ces enfants-là, au lieu d'une école spécialisée, nous avons inversé la donne, tout simplement parce que ces enfants-là doivent être dans les mêmes conditions que les enfants qui sont entre guillemets normaux, puisque justement, il y a ce plus bénéfique que de se confier à des écoles spécialisées où l'handicap peut d'ailleurs être amplifié pour rien. Donc voilà des choses comme ça. Et nous lisons aussi sur l'éducation chrétienne. Parce que nous nous sommes dit, le monde qui évolue à la vitesse qu'il évolue aujourd'hui, sans une base chrétienne, ça serait vraiment difficile de pouvoir offrir à nos enfants ce qu'il faut. Et la base chrétienne, ce n'est pas l'appartenance à des églises ou ceci, non. La base chrétienne, c'est basé sur les valeurs chrétiennes uniquement, qui vont être comme les socles sur lesquels les enfants seront entraînés à des connaissances académiques. Et ça, c'est très important. Et il faut aussi, pour clore cette question, chez nous, par exemple, la restauration fait partie de l'éducation. Comme l'Europe, ça c'est vous qui dites, mais nous ne l'avons pas fait parce qu'il faut imiter l'Europe ou quoi, mais l'éducation demande ça. Parce que l'enfant, au-delà des connaissances scientifiques ou au-delà des valeurs chrétiennes qu'on peut lui donner, l'enfant a besoin de ce qu'on appelle la socialisation. C'est très, très capital. Et pour ça, nous organisons 2 repas, les enfants sont tenus à être ensemble et à participer même dans la préparation des menus, dans tout ça, et c'est vraiment agréable. Il faut voir les enfants, c'est ce qu'il faut en tout cas. Apprendre à l'enfant comment même se tenir à table, comment est-ce qu'on peut, quels sont les avantages de tel ou tel nutriment, pour grandir mieux, qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut éviter. Ça, c'est évident. Vous avez les nutritionnistes à l'école. Bien sûr. On n'a pas compris, nous avons aussi des infirmiers. Oui, ça c'est intéressant parce qu'une école, il faut aussi l'école médicale, c'est important. Au-delà des accidents ou des aspects de secours qu'ils peuvent apporter, mais il y a aussi toute une éducation sanitaire que les enfants ont besoin. Les enfants ont besoin d'apprendre des gestes de secours, ils ont besoin d'apprendre des notions élémentaires jusqu'aux notions vraiment. Est-ce que ces enfants s'adaptent et acceptent ces programmes sans pourtant que les parents soient frustrés ou indignés? Il ne peut être frustré que celui qui veut rester figé, celui qui veut rester obsolète.
Moi, je pense qu'un parent, et c'est là aussi le problème, merci de poser cette question. Moi, je pense que beaucoup de gens chez nous ne sont pas des parents. C'est peut-être, oui, parce que notre monde, ce n'est pas qu'on est parent, parce qu'un parent, mon frère, c'est quelqu'un qui veut du bien à l'enfant. C'est quelqu'un qui œuvre pour la protection et la promotion de son enfant. C'est ça un parent. C'est comme ça que vous verrez, par exemple, en Europe, il y a des gens, il y a cette tendance des gens qui disent non, mais nous, les homosexuels, nous pouvons être des parents. Mais c'est justement à cause de cette défaite qui est constatée chez des parents normaux. Parce que les parents normaux, si vous voyez ce qu'ils font des enfants, vous ne pouvez pas croire que c'est vraiment des parents. Vous voyez, donc, alors, ils veulent seulement dire que être parent, c'est autre chose. Et ils n'ont pas tort sur ce point-là. Donc, être parent, s'il vous plaît, c'est vraiment beaucoup de choses. Combien de parents prennent le temps de savoir où est-ce qu'il faut amener l'enfant à étudier? Est-ce que beaucoup se posent cette question? Voilà le problème. Est-ce que combien de parents étudient à fond une question comme ça? Vous verrez que beaucoup, ils s'en fichent. Ils veulent peut-être voir là où ça coûte moins cher. Ils jettent l'enfant. Ça, ce n'est même pas... Ils le jettent. Et il ne sait même pas quand l'enfant rentre à la maison, qu'est-ce qu'il a eu comme... Non, pour lui, ce n'est pas son affaire. Et là, c'est même les parents les plus aisés, même ceux qui ont l'argent, ne vous en faites pas. Moi, j'ai eu quelqu'un m'a raconté qu'un parent, puisqu'il a l'argent, il engage les répétiteurs. Et pour lui, le fait d'engager les répétiteurs, c'est fini. Donc lui, il n'a rien à voir avec l'éducation de l'enfant, c'est les répétiteurs qui... Et quand l'enfant échoue, il appelle les répétiteurs pour le gronder. Vous voyez? Donc, quelque part, les parents ne comprennent pas le rôle qu'ils ont à jouer, et ça, c'est dommage. Et beaucoup d'enfants, nous détruisons les enfants comme ça, c'est vraiment faute de parents. Et puis, vous verrez un parent qui quitte le travail, il est là en train de boire et de manger, je ne sais quoi, juste les 0 heures, et qui regarde. Est-ce que ça, c'est un problème? Au lieu de réserver ce genre de résistance peut-être pendant le week-end, non, vous verrez, il y a des gens qui en font toute une religion. Mais quelqu'un comme ça, vous pouvez vraiment l'appeler parent. Qu'est-ce qu'il en sait des enfants qu'il a mis au monde? Vous voyez, donc, Monsieur Nick, êtes-vous en bonne relation avec les parents qui viennent découvrir l'école avec toutes ces réalités? Ils sont d'accord par rapport à ça? À vrai dire, nous n'avons pas besoin aussi d'avoir tout le monde derrière nous. Parce que si c'est le cas, eh bien, nous risquons de prendre le rôle de l'État et ce qui sera difficile pour nous. Ça par rapport à la qualité de l'enseignement. Nous avons une population très réduite. Vous n'avez qu'à voir, il y a un cafouillage. Voilà, donc il y a cette question-là ne se pose pas parce qu'il y a un cafouillage. Parce que pour atteindre les quotas de population scolaire que nous avons, c'est vraiment un inclé d'œil. Ce qui fait que pour que les parents vraiment aient une place chez nous, il faut vraiment se réveiller un peu tôt parce que c'est compliqué. Oui. Parce qu'il faut arriver, comme nous limitons nos salles à 20 et que nous n'avons pas d'autres salles supplémentaires, dès que nous arrivons à 20, nous stoppons les... Pour les 20 autres qui viennent après, contraintes d'argent, contraintes de maladie, contraintes de deuil, ils viennent après, mais ils sont déterminés à étudier chez vous. Et tant qu'ils préfèrent, qu'est-ce que vous faites? Vous les envoyez ailleurs ou vous trouvez une solution palliative par rapport à leur cas? On peut peut-être les orienter ailleurs parce que nous avons une capacité que nous ne pouvons pas dépasser. Donc, la réussite de notre projet scolaire dépend justement de notre capacité d'accueil. Et donc, si nous dépassons cette capacité d'accueil, cela va entamer automatiquement le projet scolaire et ce serait dommage. Et nous faisons vraiment le tout pour le tout pour vraiment ne pas céder à la tentation d'école business, comme nous voyons beaucoup faire. Nous allons même plus loin. Imaginez. Donc, chez nous, l'inclusivité, ce n'est pas seulement ouvrir la porte à des enfants qui ont des problèmes particuliers, mais nous faisons en sorte qu'un enfant qui n'a pas de possibilité, qui est démuni, puisse aussi se retrouver dans notre institution en train d'étudier au même titre que l'enfant de celui qui a les moyens. Donc, mais celui-là, vous êtes une école privée. Vous n'allez pas me dire que vous faites les enfants démunis gratuitement chez vous. C'est quoi la procédure pour ces enfants démunis ou pour ces parents qui n'ont peut-être pas les moyens de scolariser leurs enfants? Oui, merci pour la question. Comme on est devant le public, il faut que je lance déjà le communiqué.
Alors chez nous, les critères sont là, parce que s'il n'y a pas de critères, nous risquons bien sûr d'avoir tout le monde, parce que les démunis, en tout cas, il y en a, par milliers ici, par millions. Mais alors, ce que nous faisons, c'est mettre des critères qui font que ça va diminuer cet effectif-là. Et notamment, nous disons par exemple que l'enfant doit être orphelin, nous préférons peut-être mettre à profit ceux qui ont perdu par exemple leurs parents, donc l'école prend en charge. Oui, l'enfant doit être orphelin et dès que c'est vérifié, il y a aussi d'autres paramètres. C'est-à-dire qu'en dehors de cela, l'enfant doit, par exemple, avoir un tuteur aussi. Il faut avoir un tuteur qui peut garantir le va-et-vient. Parce que l'enfant doit avoir quelqu'un qui l'amène à l'école le matin et qui le ramène. Donc, ça sont des éléments. Et cette personne-là, nous devons l'identifier très clairement, hein, ce tuteur-là. Parce que c'est lui qui va aussi relayer l'école. Parce que nous travaillons un peu dans cette symbiose-là. Il n'y a pas que nous, il y a aussi les parents que nous entraînons dans le modèle éducatif. Et donc, au-delà de ça, l'enfant doit aussi peut-être habiter à proximité. Vous voyez, parce que si c'est un enfant qui est en Boudi, alors que nous sommes à Limité, vous comprenez que ça serait compliqué. Hein? L'enfant doit habiter à proximité. Okay. Voilà, tout ça, ce sont des points sur lesquels nous nous appuyons pour justement détecter les ayants droit à cette bourse que nous appelons la bourse des Samaritains, hein, la bourse samaritaine. Le 2 septembre, déjà la rentrée scolaire, étant promoteur de l'école, qu'est-ce que SCR a prévu pour les nouveaux venus, pour les anciens? Est-ce qu'il y a-t-il des cadeaux d'encouragement à la fin de l'année pour ceux qui ont bien travaillé? Ça passe seulement inaperçu. Ce genre de choses, je pense que nous fonctionnons un peu autrement. Par exemple, vous avez chez nous, il y a un système qui fait qu'en acceptant toutes sortes d'enfants, il se peut que nous puissions avoir des enfants sublimés qui sont là, qui existent. Mais malheureusement, ces enfants-là sont, disons, noyés hein, dans le système national et qui finit par détruire le potentiel que ces enfants ont. Malheureusement. Pourquoi? Parce que notre système qui est stéréotypé, c'est un système qui est standard pour tout le monde. Et ce n'est pas comme ça que ça devrait malheureusement fonctionner. Mais il faut tenir compte de toutes ces spécificités. Ce qui fait que chez nous, par exemple, il y a des enfants qui peuvent facilement passer de 5e, de 4e surtout, hein, 4e que nous appelons chez nous CM1, il peut passer de CM1 directement à terminale, en 6e. Tout simplement parce que nous tenons compte du développement mental hein, de l'enfant. Nous tenons compte de son quotient. Alors si c'est un enfant qui a déjà maîtrisé, hein, à bon escient les matières jusqu'en CM1, qui est 4e, alors il est capable, cet enfant-là est capable de faire les terminales et faire l'examen ici de TEMAFEP, l'examen de, voilà, et réussir brillamment, puisque tout le monde, nous, on l'a déjà vu, on l'a déjà vécu. Et donc, ça sont des choses que nous faisons. Et au-delà de ça, il y a tous ces enfants, par exemple, qui sont sortis premiers et tout ça. On voit peut-être comment les appuyer peut-être dans le domaine de facilité, par exemple, en termes de certains frais, hein, pour dire, voilà, tel frais est exonéré, tel frais, et ainsi de suite. Bon, l'école n'encourage pas avec les cadeaux présents, les enfants qui brillent tout le long de l'année. Bon, je pense que ce n'est pas mauvais, hein, même pour ceux qui en font, mais bon, nous, à l'état actuel, je pense que j'ai pu dire ce que nous faisons, et d'ailleurs qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus parlant, hein, plutôt que de cadeaux, comme vous dites, comme je dis, les cadeaux, déjà les enfants, ils en ont, quand ils fêtent leur anniversaire et tout. Mais bon, cela aussi ne manque pas que les parents puissent initier ce genre d'initiative. Nous ne refusons pas. C'est-à-dire que si ça vient, mais par rapport à l'école elle-même, à l'état actuel et jusqu'à aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est des interventions à l'intérieur de la scolarité hein, de l'enfant. Hein, des interventions comme ça. Vous comprenez que voilà un enfant qui essaye de passer de 4e directement en terminale, par exemple, hein, puisqu'il est surdoué et que c'est attesté, c'est quand même un prestige. Hein, c'est quand même un prestige et pour l'enfant et même pour ses parents aussi.
et notamment si l'enfant bénéficie de certaines largesses sur certains frais, par exemple de restauration ou de ceci ou de cela, je pense que c'est aussi la bienvenue. Deux questions pour finir notre intervention d'aujourd'hui. La première question, qu'est-ce qu'on doit faire pour réaménager notre système éducatif? Des propositions. Dernière question, un mot pour les auditeurs et auditrices par rapport à l'école ECR dont vous êtes le coordonnateur. L'adresse, votre cahier de charges de l'année, est-ce que c'est les parents qui n'ont pas encore trouvé l'école pour les enfants, ils peuvent venir, oui ou non? Merci, je commence d'abord par la dernière demande. Nous sommes sur 10e rue. 10e rue, l'unité industrielle, au numéro 22C. C'est là où se trouve bien sûr l'école chrétienne Les Rochers. Nous en sommes à notre 6e année déjà et nous évoluons jusqu'à atteindre la fin ou bien la fin du cycle humanité. Alors, nous sommes là. C'est vrai que nous n'avons pas une grande capacité, mais ce que je peux demander par rapport à ceux qui sont intéressés pour les inscriptions, ils peuvent toujours passer se renseigner. De toutes les façons, il y a des classes où on a déjà atteint le quorum. Pour ces classes-là, il ne sera pas possible, bien sûr, d'ajouter ou bien de prendre des inscriptions pour de nouvelles inscriptions. Mais pour des classes où on n'a pas encore complété, où il reste 2 ou 3 personnes ou 5 enfants à compléter, nous serons d'avis à pouvoir accepter ces inscriptions, d'autant que l'inscription chez nous, c'est gratuite. Donc, on ne paye pas l'inscription, on arrive avec les documents requis, et bien sûr, si c'est l'enfant qui va affronter, ou bien qui veut venir chez nous au milieu d'un cycle scolaire, il y a des tests que nous organisons, et surtout, si c'est en primaire, il est encore possible que l'enfant se rattrape, parce qu'à ce moment-là, nous essayons de le mettre ou de l'entraîner dans des rattrapages qui vont bien sûr mettre l'enfant en le bain afin de pouvoir suivre convenablement le programme qui est le nôtre. Par rapport au système éducatif, la solution, elle est là. Alors, ce que je dirais, c'est que poursuivons la gratuité de l'enseignement, mais nous devons les renommer gratuité de l'école. Parce que gratuité de l'enseignement et gratuité de l'école, il y a une nuance qui est là et il est important que le gouvernement puisse s'imprégner de cela et de ne pas du tout faire amalgame à ces deux concepts. Donc la gratuité de l'école doit bien sûr se poursuivre, mais avec un peu plus de profondeur. Je veux dire quoi par là? Il faut d'ores et déjà maintenant, il faut constituer un fonds. Il faut constituer un fonds qui sera mis à part. C'est important. Parce que si on fait l'erreur de considérer que l'argent qui va financer le salaire des enseignants et tout ça, que cet argent-là doit provenir des rouages budgétaires, alors là, nous n'avons rien compris et rien ne pourra marcher sur l'éducation, ou sur cet objectif de gratuité. Il faut sortir cet argent des rouages administratifs et constituer un fonds propre, un fonds souverain, un fonds unique qui va être à part, qui sera géré autrement, pas dans le circuit d'ordonnancement et de lancement budgétaire. Alors, quand nous faisons de cette façon-là, nous allons trouver alors les moyens pour mettre là-bas. Parce qu'il faut d'abord commencer par trouver les moyens. On ne fait pas la politique, on fait la politique de ses moyens. C'est comme ça que d'ailleurs c'est même une expression. Donc on fait la politique de ses moyens. Et donc pour faire la politique de ses moyens, ça veut dire qu'il faut d'abord avoir des moyens. Alors les moyens là, c'est ça ce que je dis. Il faut un fonds qu'il faut d'abord constituer. C'est ça la bataille qu'il y a actuellement. Constituer ce fonds-là. Si c'est de l'argent qui sera emprunté par les partenaires extérieurs, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que cet argent-là vienne tomber dans le budget national ou bien tomber dans les rouages. Si vous faites ça, rien ne pourra marcher. Cet argent doit être constitué dans un compte qui est mis à part, qui sera consacré uniquement à financer cette politique sur l'éducation. Alors, nous allons avoir l'argent des partenaires,
Mais nous devons aussi avoir l'argent ici sur nous-mêmes. Hein? Et il y a plusieurs montages financiers qui peuvent faciliter ça. Notamment, voilà, les pays là, tous ces fonds-là, puisque nous ne voyons pas des industries qu'on produit ici. Les seules industries qu'il y a là, c'est des Libanais, c'est des Cécile, aucun Congolais. C'est là. Alors, tout cet argent-là peut peut-être venir appuyer aussi la gratuité. Donc, ce sont des fonds comme ça hein, qu'on peut renforcer. Il y a des entreprises de l'État qui sont là, mais ces entreprises sont appelées à faire des bénéfices, non? Alors, parce qu'une entreprise qui ne fait pas de dividendes et tout ça, alors, à moins de laisser tomber. Mais si ça doit exister, ça doit faire des dividendes pour l'État. Et si elles existent, elles peuvent toujours venir loger dans la politique de gratuité. Alors, il y a plusieurs montages comme ça. Alors, dès que les moyens sont constitués, deuxième étape, c'est faire la part des choses. On ne peut pas prendre l'argent qui va servir à la gratuité et le fondre dans tous les secteurs éducatifs. Si vous faites ça, ça aussi, c'est mal parti. Donc, le secteur éducatif tel qu'il est là doit être scindé en deux parties. Vous devez prendre la partie qui est administration de l'enseignement, hein, qui comprend les inspecteurs, les ministères, les secrétaires généraux, tout ça, les sous-prophètes, tout ça, c'est ce que moi j'appelle administration de l'enseignement. Parce qu'ils sont là pour administrer les secteurs de l'enseignement. Il faut les mettre d'abord en part. Et il faut mettre aussi à part les écoles, proprement dites. Et quand je parle des écoles, ça veut dire qu'il faut maîtriser les statistiques des écoles. Ça veut dire que pour les écoles, nous avons combien d'enseignants? Voilà. Alors, ce personnel-là qui est aux écoles, ce personnel-là qui doit bénéficier de ces fonds-là. Ces fonds-là, il faut l'orienter vers ceux qui sont sur le terrain. Si nous agissons comme ça, vous verrez que les choses vont aller pour le mieux. Et les autres que nous avons mis à côté, c'est-à-dire du secteur renseignement, nous ne les oublions pas, mais peuvent rester sous le rouage du fonctionnement normal de l'État. C'est-à-dire qu'ils ont le ministère des Finances qui est là, ils ont le ministre qui est là, donc l'État va rester s'occuper de ceux qui sont dans l'administration de l'enseignement comme il l'a toujours fait. Alors, laisser ces gens, j'ai une conduite qui est tout à fait de routine. Mais les autres, le personnel qui est dans les écoles, ils ne peuvent pas faire partie de cette routine-là. Ils doivent faire une partie à part. Et c'est cette partie-là qui va être concernée dans le fonds constitué. Et je pense que si on avait agi comme ça dès le départ, ce serait pas à l'impasse qu'il y a aujourd'hui. Il paraît que l'argent ne se voit pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour financer la gratuité de l'enseignement. Alors que c'est un problème d'organisation, c'est un problème de modalité pratique qu'il faut définir de manière à aider le gouvernement avec le peu de moyens que nous avons, qui peut être constitué en un fonds pour que cela puisse effectivement servir ceux qui sont sur le terrain. C'est ceux qui sont sur le terrain qui posent problème, parce que ce sont eux qui sont les artisans de cet enseignement-là. Ce sont eux les exécutants de cet enseignement. Et donc, nous devons plus avoir un œil là-bas, et je pense que cela pourrait nous faciliter. Mais ce qui a été fait avant, c'est qu'on a pris l'argent de la gratuité et on l'a dispersé dans tous les secteurs. Et cet argent-là a servi au ministère, a servi au secrétariat général, a servi à ceci, a servi à ceci, a servi à acheter ceci, à acheter cela. Et c'est comme ça que l'impasse est arrivée. Donc il faut faire vraiment la part des choses, s'il vous plaît, si nous voulons effectivement réussir le pari. Un numéro de contact. 09 97 85 37 73. 09 97 85 37 73. Voilà. Merci beaucoup à notre concert
de la RTNC na interview wana ya Mbuta Nabiso Aluma Mwakobila. Voilà, en tout cas, mes chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Alors, je vous demanderai tout simplement de laisser vos commentaires. Nakati ya émission wana nini boyoki kuna. Donc, ekozala sorobna en tout cas malamu mingi. Alors, commentaire nabino, critique nabino, ekozala malamu mingi na intervention ya ndeko nabiso Aluma Mwakobila. Voilà. Matondo mingi nabino bons obolandi biso na pokwa na lelo. Alors, bo partager sorobna en tout cas Congo Bololo oyo na ba oyo baza nango na bosenga et surtout na ba oyo balingi solo pena ko tinda bana bango na école wana oyo ezali na limité bozwi adresse na kati wana matondo mingi na bino bans tokutana bino mbala sima. Alors technique Loyembo. Son identité complète, ce qu'il possède comme bien, ce qu'il a déjà fait de bon pour le peuple, et même ce qu'il a déjà fait de mal. Crime économique, crime politique, crime de sang, tuerie, guerre, et surtout comment il compte le réparer. Écoutez, le peuple est floué, pauvre, affamé, maigre. Est-il normal, est-il possible qu'un jour tous ces mots dont nous souffrons prennent fin? Ou s'agit-il d'une malédiction, d'un envoûtement collectif? Le Congo au Congolais. Le temps de plonger dans l'irritation perpétuelle contre ce méchant est révolu. Car plus jamais, nous n'accepterons que des personnes sans aucune qualification assument des fonctions ni au sommet de l'État, encore moins à la tête des entreprises publiques. Avec la dernière énergie, la venue de la 3e République tant attendue et dont plus de 5 millions de Congolais ont payé au prix fort de leur vie. Marquons nos pas sur les traces de l'histoire. Posons des actes qui serviront d'exemple aux générations futures. Le Congo au Congolais.